Yuki Kagurazaka, grand maître respecté et otaku passionné, cache un passé complexe et des ambitions mystérieuses. Mais qui est-il vraiment? Ami sincère ou ennemi redoutable? Dans cette vidéo, plongeons dans son histoire, ses motivations et les secrets qui le lient au monde de Tensura. Du coup, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Pendant que tu bavardais, nous avons achevé nos préparatifs. Yuki Kagurazaka est un homme aux multiples facettes. En tant que grand maître de la Free Guild et directeur de la Free Academy d'Inegracia, il a su s'imposer comme une figure majeure de l'univers de Tensura. Mais derrière cette image prestigieuse se cache un véritable otaku, amoureux de manga et d'anime. Il partageait souvent des discussions passionnées avec Limul sur les œuvres cultes, tissant entre eux un lien unique. Cependant, Yuki n'est pas qu'un simple amateur de culture japonaise. Il a fondé la Free Guild pour apporter une certaine stabilité sociale, tout en supervisant l'académie. Ses accomplissements ont fait de lui une personnalité incontournable dans ce monde. Mais tout n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Sous son apparence amicale, Yuki cache une personnalité extrêmement calculatrice. Pour gagner la confiance de Limul, il n'a pas hésité à tisser un réseau de mensonges. Il a prétendu ne posséder aucune compétence unique, tout en feignant une colère envers Limul pour avoir absorbé Shizu. Même Veldora, d'abord méfiant, a baissé sa garde en découvrant que Yuki partageait son amour pour les mangas. Maître manipulateur et négociateur hors pair, Yuki sait utiliser son intelligence et son charisme pour atteindre ses objectifs. Face aux individus les plus puissants, il affiche une audace déconcertante, témoignant d'une maîtrise rare de l'information et de la persuasion. Derrière les talents de Yuki se cache une histoire profondément tragique. Dans son monde d'origine, Yuki était un collégien ordinaire jusqu'à ce qu'un accident de la route change sa vie. Ses parents furent tués à cause d'un conducteur endormi, laissant Yuki avec une haine sourde et un sentiment d'impuissance. Ce traumatisme l'a profondément marqué, nourrissant en lui une rancune qui a façonné sa personnalité. Cette douleur, couplée à son intelligence naturelle, semble avoir influencé son ambition et sa quête de contrôle. Lorsqu'il fut invoqué dans ce monde central par le démon Kazarim, il saisit cette opportunité pour réécrire son destin. Mais son passé, empreint de douleur et de regrets, continue de résonner dans ses choix et ses actes. Le passé de Yuki est marqué par une profonde souffrance et des choix difficiles. Après la tragédie qui a frappé sa famille, il a longtemps ressenti une colère intense envers le conducteur responsable de la mort de ses parents. Cependant, en découvrant les circonstances difficiles de ce dernier, Yuki a compris que ce dernier n'était pas totalement responsable. Bien que cette révélation ait apaisé une partie de sa haine, elle a renforcé sa conviction que la société elle-même était imparfaite et injuste. Yuki a alors envisagé de se venger de la société dans son ensemble, mais a finalement renoncé à cette idée. Yuki est aussi un homme de secret. Contrairement à d'autres qui n'hésitent pas à laisser leur personnalité transparaître, Yuki dissimule habilement ses capacités. Même dans son monde d'origine, il possédait une aptitude spéciale, la psychokinèse. Toutefois, il choisit de garder ce pouvoir secret afin d'éviter de se faire remarquer. Cette discrétion et son habileté à manipuler son environnement sont sans doute liées à son passé et à ses expériences. Le rôle de Kazarim et le pouvoir de Yuki. La véritable tournure du destin de Yuki survient lorsqu'il est invoqué par le démon Kazarim. Kazarim, un démon qui avait été défait par Léon et qui était devenu une entité spirituelle, utilise sa puissance maudite pour invoquer Yuki d'un autre monde, avec l'intention de faire de lui son vaisseau de résurrection. Toutefois, Yuki, fort de son âme robuste et de ses capacités exceptionnelles, acquiert une compétence unique, créateur, dès son arrivée dans ce nouveau monde. Cette compétence lui permet de créer un pouvoir spécial, un anti-compétence qui annule toute volonté malveillante dirigée contre lui, y compris celle de Kazarim. Au lieu de détruire Kazarim, Yuki choisit de l'assimiler, l'incorporant dans son propre être et scellant ses pouvoirs. Par cette action, Yuki ne se contente pas de survivre. Il manipule les événements à son avantage, plaçant Kazarim sous son contrôle et transformant ce dernier en un allié, tout en poursuivant ses propres ambitions de domination du monde. Relation avec les clowns modérés. Pour ceux qui veulent savoir d'où viennent les clowns modérés et leur puissance, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet et c'est disponible sur la chaîne. Yuki ne s'arrête pas là dans ses manœuvres. Il prend rapidement le rôle de chef des clowns modérés, un groupe mystérieux et puissant, guidé par Kagali. Dans cette relation, Yuki semble avoir sauvé Kazarim, qui se décomposait, en permettant à son esprit de résider dans le corps de Kagali, un choix stratégique motivé par son désir d'utiliser Kagali et de renforcer son propre pouvoir. Le lien entre Yuki et les clowns modérés s'étend au-delà de la simple alliance, Kagali et ses compagnons étant liés par des valeurs communes et un dévouement sans faille. Cependant, le chemin de Yuki croise celui de Limul, le Slaim.
Bien que Limul soit un allié de circonstance et partage des intérêts similaires, Yuki commence à le voir comme un ennemi à éliminer, surtout après que Limul ait démontré sa ténacité en survivant aux attaques de Hinata et en triomphant de l'orque d'Izastué. Yuki considère Limul comme une menace et décide qu'il devra être vaincu un jour, bien qu'il reconnaisse également, dans un coin de son esprit, que Limul reste un adversaire difficile à détester complètement. Le rôle de Yuki et ses stratégies. Au fil des événements, Yuki a toujours cherché à gagner du temps, notamment en attendant l'arrivée de Limul, tout en exprimant son dégoût de devoir compter sur autrui. Ses pensées, longtemps gardées secrètes, révèlent cependant des sentiments plus complexes. Yuki semble reconnaître ses compagnons des clowns modérés comme des personnes avec qui il peut réellement communiquer, des individus en qui il place une certaine confiance, même s'il regrette de ne pas avoir perçu les anomalies liées à Clayman plus tôt. La suggestion de Raphaël, qui évoque la possibilité d'une collaboration entre Yuki et Laplace, malgré leur attaque par Jail, souligne à quel point Yuki est en réalité plus dépendant des autres qu'il ne veut l'admettre. Yuki, dans sa quête de pouvoir et de contrôle, prend des décisions calculées et stratégiques. Bien que la situation semble désespérée à un moment donné, la résilience de Yuki et ses alliés pourrait bien leur permettre de revenir sur le devant de la scène. Si leurs âmes ont effectivement trouvé refuge dans celle de Tyr, comme si elle le comprend lorsqu'elle prend Tyr et Kigali dans le labyrinthe souterrain, alors une résurgence de leur force est possible, soit par leur propre volonté, soit grâce à l'intervention de Ciel. La mystérieuse organisation Cerberus. Un autre aspect fondamental de la stratégie de Yuki réside dans son rôle de leader de l'organisation secrète Cerberus, qui contrôle l'un des rôles de l'Empire de l'Est. Ce groupe a été fondé après que Yuki a écrasé une organisation sombre déjà en place. Recréant un réseau de pouvoir, Yuki a structuré Cerberus autour de 3 leaders principaux, chacun portant un surnom symbolisant l'une des facettes de la société sous-jacente, l'or, les femmes et la puissance. L'organisation Cerberus est fondamentalement une société secrète et souterraine qui se charge des quasi-légaux que même les nobles de l'Empire ne peuvent gérer. En dépit de ses activités douteuses, elle joue un rôle crucial en étant une nécessité maléfique pour la société, prenant en charge des missions dangereuses et compliquées que les autorités officielles préfèrent éviter. De cette manière, elle reste essentielle pour l'équilibre et la gestion du monde souterrain. Les 3 chefs de Cerberus. Nous avons Damrada, surnommé Damrada de l'Or, est un homme d'affaires brillant, maître des échanges entre humains et monstres, allant jusqu'à négocier avec Léon, le roi démon. Bien qu'il semble loyal envers Yuki, Damrada cache une double identité. Il est en réalité le Saint du Point, second du gardien impérial de l'Empire de l'Est, un allié proche de l'empereur Rudra. Son pouvoir est impressionnant et il peut affronter des créatures aussi redoutables que l'antique démon primordial Ultima, comme nous l'avons vu dans la vidéo qui parle de Ciel ou même Yuki lui-même. Sa mission, donnée par l'empereur Rudra, est de trouver quelqu'un capable de le vaincre avant que sa maîtrise de la compétence ultime, roi de la justice Michael, n'atteigne ses limites. Ensuite, nous avons Vega, surnommé Vega de la puissance, est un être né dans un environnement impitoyable, qui a grandi en commettant des actes violents pour survivre. Son passé de monstre a forgé sa brutalité. Lorsqu'une mission de la Free Academy l'a désigné pour être éliminé, Yuki a pris en charge la mission. Après l'avoir vaincu, Yuki a rapidement reconnu la valeur de Vega en tant qu'arme et a décidé de le protéger, un acte stratégique visant à l'intégrer dans son réseau de pouvoir. Yuki, au-delà de son apparence de simple manipulateur, tisse un réseau complexe d'alliés et d'ennemis tout en poursuivant ses objectifs de domination mondiale. Les événements à venir, notamment les interactions avec Limul, pourraient bien transformer l'équilibre des forces dans cet univers où chaque décision, chaque alliance, pèse lourdement sur le destin de nombreux personnages. Vega, après avoir été formé par Damrada à travers Yuki, est devenu un guerrier puissant. Cependant, la noirceur qui habitait son cœur depuis l'enfance ne l'a jamais quitté. Ainsi, il est devenu une entité vicieuse, se délectant de l'écrasement des faibles, s'acheminant de plus en plus vers la cruauté. Mais ses nouvelles capacités ne font pas de lui une simple brute. Son parcours a forgé une détermination de fer et une violence implacable qui fait de lui un atout terrifiant pour Yuki. Le 3e membre des 3 têtes de Cerberus est Misha, surnommée Misha des femmes. Elle est une manipulatrice née, utilisant sa beauté et sa magie illusionniste pour contrôler ceux qui détiennent le pouvoir. Misha a su se rendre indispensable à l'Empire en séduisant et en manipulant des figures clés, notamment le commandant de la garde impériale, Calgurio. Elle a même joué un rôle stratégique crucial en guidant l'invasion de Tempest, démontrant son intelligence et sa maîtrise de l'art de la manipulation politique. Enfin, Yuki, le maître des 3 têtes de Cerberus, détient un pouvoir exceptionnel qui dépasse la simple accumulation de compétences. Contrairement à ce qu'il prétend, il ne se repose pas uniquement sur ses capacités physiques. Loin de là, Yuki a acquis un pouvoir extraordinaire dès son arrivée dans ce monde, la compétence unique créateur. Cela lui permet non seulement de créer de nouvelles compétences uniques, mais aussi de façonner des réalités à son image.
Par exemple, en réponse à la menace de Kazarim, Yuki a utilisé cette compétence pour créer une contre-compétence capable de neutraliser toutes les capacités et magies ennemies. Pourtant, malgré sa puissance apparente, cette compétence reste vulnérable aux attaques fondées sur l'art, une discipline qui permet à l'ennemi de contrecarrer les pouvoirs magiques grâce à un entraînement rigoureux. C'est ce qui a permis à des adversaires comme Damrada, un maître de cet art, de rivaliser avec lui. Ce n'est pas tout, Yuki a aussi réussi à voler la compétence Grid de Mariabel, une capacité qui perturbe et contrôle les désirs des autres, leur permettant de manipuler leur esprit à sa guise. Cependant, plutôt que de céder à la tentation d'une telle puissance, Yuki a rejeté l'invitation de Grid à lui accorder un pouvoir encore plus grand, arguant que l'ambition n'a de sens que lorsqu'elle est atteinte par ses propres moyens. Cette décision marque un contraste frappant avec des personnages comme Limul, qui s'appuie sur ses subordonnés et ses compétences pour résoudre les situations. Mais Yuki n'est pas resté sur sa lancée. Il a évolué la compétence Grid en Mammon, l'ultime compétence du Seigneur de l'Avidité, capable de voler non seulement les vies, mais aussi les capacités et les cœurs de ses ennemis. De plus, cette compétence peut réécrire l'identité de ses adversaires, les forçant à devenir ses subordonnés. Un pouvoir tout à fait adapté à Yuki, dont l'ambition et la volonté de domination sont indissociables de sa force. Tout cela témoigne de la nature de Yuki. Il ne se repose jamais sur des pouvoirs innés ou des aides extérieures. Sa force réside dans sa volonté indomptable et son incroyable capacité à croître et à s'adapter. C'est grâce à sa résilience et à son évolution rapide qu'il parvient à rivaliser avec des figures telles que le roi démon Guy ou même des dragons véritables comme Velgrin. Et ce n'est pas tout. Dans la version web de l'histoire, Yuki possède une compétence encore plus incroyable, Akashic Record, le roi de l'information, qui lui confère un contrôle absolu sur l'information elle-même, consolidant ainsi son pouvoir. Yuki, à travers ses compétences, ses alliances et sa stratégie, se positionne clairement comme un personnage qui défie toutes les attentes. Au-delà de ses pouvoirs, c'est sa capacité à manipuler le monde qui l'entoure et à se réinventer sans cesse qui fait de lui un adversaire redoutable et une figure centrale dans l'équilibre du monde. Yuki est un personnage fascinant, non seulement en raison de ses compétences exceptionnelles, mais aussi de sa capacité à reproduire toutes les compétences créées par Veldanava. Cette aptitude, quasi divine, lui permet de manipuler le destin à sa guise, le plaçant dans la catégorie des tricheurs du monde des compétences. Mais plus que ses capacités, c'est son ambition sans fin qui définit son parcours. Les relations de Yuki avec l'Empire de l'Est sont aussi intéressantes que son propre développement. Après avoir libéré Chronoa et affronté Limul et ses alliés dans l'Empire Saint de Ruberios, Yuki, fidèle à son tempérament, tenta de fuir vers l'Empire de l'Est sans chercher à connaître l'issue de la confrontation. Sur son chemin, il se retrouva face à Guy, un autre roi démon, qui avait secrètement observé ses manœuvres. Yuki, pensant qu'il pourrait échapper à Guy, se lança dans un combat désespéré. Mais, malgré toute sa force, il était loin de pouvoir rivaliser. Grâce à la place et un peu de chance, Yuki réussit à fuir, poursuivant son objectif vers l'Empire de l'Est. Une fois arrivé, Yuki décida de ne pas rejoindre l'Empire, mais plutôt de le détruire de l'intérieur. Il monta rapidement en grade, atteignant le poste de commandant de la division composite. En tant que commandant, il commença à manipuler Gadra, l'un des plus puissants magiciens de l'Empire, pour obtenir des informations cruciales. Mais la situation prit un tournant inattendu. Lors de l'exécution de son plan, Rudra et la véritable dragonne Velgrin firent leur apparition, ordonnant à Yuki de se soumettre à eux. Yuki, armé de la compétence ultime seigneur de l'avidité, Mammon, croyait qu'il pourrait les affronter, son pouvoir étant alimenté par ses désirs. Mais face à la véritable dragonne Velgrin, il fut submergé et se retrouva mentalement contrôlé par Rudra. C'est ainsi que Yuki Kagurazaka tomba sous l'influence de puissances bien plus grandes que lui. Cependant, l'histoire de Yuki prend des tournants différents selon la version du web novel ou du roman. En l'état actuel, la version web novel dévoile un aspect encore plus dramatique de son personnage. Yuki Kagurazaka, bien qu'ayant l'air de vouloir détruire le monde par vengeance, agit en réalité par pur jeu, par désir d'expérimenter sa propre limite. Une fois que son objectif passe de la domination du monde à sa destruction, Yuki déclenche l'Armageddon, cherchant à anéantir la planète en invoquant 2 millions d'anges. Cette tentative de destruction massive mène à la confrontation finale entre lui et Limul. Dans cette version, Limul et Yuki ont atteint une puissance dépassant celle des rois démons éveillés ou véritables rois démons, mais également celle des dragons véritables, comme Guy et Milim. Le combat entre les deux est épique et semble sans fin. Les spectateurs peuvent assister à une lutte titanesque, où aucun des deux adversaires ne semble prêt à céder. Au moment où Yuki semble avoir l'avantage, il décide de ne pas tuer Limul. Il choisit plutôt de l'envoyer dans une temporalité à la fin de toute chose, utilisant la chronosaltation, une technique puissante pour manipuler le temps.
Cependant, Limul, doté de la compétence Time Leap, réussit à revenir dans la timeline actuelle grâce à l'aide de Ciel qui est l'évolution du roi sage Raphaël, un autre pouvoir qu'il avait acquis. En fin de compte, Yuki, désormais impuissant, se retrouve piégé dans un espace imaginaire, où il restera à jamais prisonnier de son propre échec. La vidéo de l'obtention de la compétence Ciel par Limul est aussi disponible sur le compte pour ceux qui veulent connaître toute l'histoire. Ce dénouement marquant montre non seulement la détermination sans faille de Yuki, mais aussi les limites de sa vision et de ses ambitions. Sa chute est celle d'un homme qui a voulu jouer avec les forces de l'univers, mais qui n'a pas su en comprendre les conséquences. Et ainsi, Yuki devient un symbole de la fatalité qui attend ceux qui trop s'enorgueillissent de leur propre pouvoir, croyant que rien ne pourra les arrêter. Mais cette fin laisse place à de nombreuses interrogations sur le destin de Yuki dans la version roman. Dans celle-ci, Yuki semble déjà mort, subissant l'attaque de Jail après que son âme ait été en partie contrôlée par Michael. Cependant, Yuki, fidèle à sa nature, parvient à s'échapper de cette emprise grâce à son ultime compétence, Mammon. Mais un détail crucial vient brouiller les cartes. Grâce à Feldway, l'âme de Jail est injectée dans Footman, et ce dernier finit par prendre le contrôle de Yuki. Bien que ce dernier ait échappé à la domination de Michael, les flammes de Jail provoquent la disparition soudaine de Yuki et de la place. Cependant, Yuki étant le type de personnage à ne jamais disparaître sans laisser une trace, il est fort probable qu'il ait laissé derrière lui une dernière manœuvre, un plan secret pour revenir ou pour manipuler l'avenir d'une manière qu'on ne soupçonne pas encore. Au-delà de leurs affrontements, Yuki et Limul partagent une philosophie qui, bien que similaire en certains points, les a conduits sur des chemins diamétralement opposés. Limul ne voit aucun mal à s'appuyer sur ses alliés et à déléguer certaines tâches, croyant fermement que l'objectif est ce qui compte, peu importe comment on y parvient. Tandis que Yuki, lui, estime que toute victoire n'a de valeur que si elle est obtenue par ses propres moyens, sans jamais dépendre des autres. Leurs idéaux les ont poussés à devenir ennemis jurés. Mais si leur chemin avait été un peu différent, qui sait? Ils auraient pu être d'anciens amis, un peu comme des otaku partageant des idées communes sur l'univers, l'aventure et l'autoréalisation. La fin de Yuki reste floue et suscite des spéculations. Est-il vraiment mort, ou cache-t-il encore un atout dans sa manche? Les différences entre la version web et la version roman offrent une opportunité excitante de découvrir l'évolution future du personnage. Est-ce la fin de Yuki ou bien une nouvelle phase de son parcours à venir? Restez connectés, car cette histoire continue de nous intriguer. Si vous souhaitez explorer plus de mystères autour de Tensura, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des futures analyses et découvertes. À très bientôt dans la prochaine vidéo, où nous approfondirons encore plus l'univers fascinant de Tensura.